En quelques heures, le ton est monté entre l'Iran et Israël. Le régime des Mollahs accuse l'État hébreu d'être responsable de l'attaque qui a visé hier son usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. Le circuit électrique du site aurait été saboté. La réponse de l'Iran sera la vengeance sur le régime sioniste au bon endroit et au bon moment. Si des centrifugeuses ont été endommagées, faites savoir à tout le monde qu'elles seront remplacées par des machines plus performantes. La veille de cette mystérieuse attaque, le président iranien a ordonné par visioconférence la mise en service de nouvelles centrifugeuses sur le site de Natanz, tout en niant vouloir se doter de la bombe atomique. Une fois de plus, je tiens à souligner que toutes nos activités nucléaires sont pacifiques et à des fins non militaires. En utilisant de nouveaux engins capables d'enrichir plus vite une plus grande quantité d'uranium, l'Iran viole l'accord conclu en 2015 sur l'encadrement de son programme nucléaire et défie la communauté internationale à un moment crucial. Des négociations ont repris à Vienne pour tenter de faire revenir les États-Unis de Joe Biden dans l'accord et ainsi envisager une levée des sanctions économiques imposées par Donald Trump contre l'Iran. Un tel scénario inquiète le Premier ministre israélien. Il accuse Téhéran de chercher à se doter de l'arme nucléaire. Un accord avec l'Iran qui ouvrirait la voie aux armes nucléaires, des armes qui nous menacent d'extinction, ne nous engagerait en aucune façon. Il y a une chose qui nous engage, empêcher ceux qui cherchent notre extermination de mettre leur complot à exécution. Alors les discussions de Vienne peuvent-elles sauver l'accord sur le programme nucléaire iranien? Changerait-il la donne? Ou est-il trop tard pour arrêter l'Iran dans sa course à la bombe atomique? Alors on va essayer de voir ça ensemble ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Armin Arifi, vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient. Et selon vous, l'Iran et les États-Unis, dites-vous, veulent négocier. Joe Biden veut la stabilité dans la région et il veut aussi que l'Iran n'accède pas à la bombe. Téhéran a besoin d'obtenir la levée des sanctions qui étouffent son économie. Et à vos côtés, bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes aussi vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, Joe Biden a toujours affirmé qu'il voulait relancer les négociations avec Téhéran, mais il ne le fera pas à n'importe quel prix, dites-vous. Et Israël est prêt à tout pour empêcher cela. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Nadia, la fameuse question en 28 secondes d'un téléspectateur. Oui, pas plus, pas moins, 28 secondes. C'est une question de téléspectateur qui voudrait savoir à quoi sert exactement une usine d'assemblage de centrifugeuses. Armin Arifi, c'est en effet le type d'installation nucléaire qui a été endommagé hier. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Et est-ce que cet événement peut ralentir le programme nucléaire iranien? Est-ce que c'est un coup dur pour ça? Alors, justement, l'Iran, qui est signateur de l'accord sur le nucléaire, sur le nucléaire iranien, assemble des centrifugeuses dont le but est d'enrichir de l'uranium. Cet uranium, à faible dose, 3,67%, peut permettre d'alimenter des réacteurs de recherche dans un but civil, mais arrivé à 90%, cet uranium hautement enrichi peut servir à la construction de la bombe atomique, en sachant que le cap pour passer de 3,67% à 20% est beaucoup plus difficile que celui pour passer de 20 à 90. Oui. Or, l'Iran a déjà dépassé le seuil de 20%. Et c'est bien là tout le problème et les inquiétudes de la communauté internationale. Maintenant, il est intéressant quand même de noter que pour l'instant, l'Iran, d'après les informations dont on dispose, n'a pas lancé la production de la bombe atomique. D'après les services de secret étrangers, ceci a été arrêté, notamment israélien, mais également américain et français. L'Iran a cessé de chercher la bombe depuis 2003. Alors précisément à propos d'enrichissement de l'uranium et de la stratégie iranienne, c'est votre chiffre du jour, Anne. Exactement, Renaud, 14. Car selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possède désormais une quantité d'uranium, faiblement enrichi, 14 fois supérieure à la limite autorisée justement par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Agnès Levallois, expliquez-nous, ces seuils, ils ont été progressivement franchis depuis que l'accord est rendu caduc par la sortie des États-Unis en 2018, ou est-ce que l'Iran était déjà en infraction avant ?
Non, l'infraction est venue après le retrait des Américains de ce fameux accord, puisque les inspecteurs de l'AIEA avaient bien signifié, avant que Donald Trump prenne cette décision, que l'Iran respectait l'accord, respectait les termes de cet accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu une telle mobilisation avant la décision de Donald Trump, de la part d'un certain nombre de présidents européens en particulier et du président Macron, pour essayer de dire à Trump, il ne faut pas sortir de cet accord, puisque selon les termes de l'accord, l'Iran pour l'instant respecte et que donc il faut absolument essayer de laisser les différentes parties prenantes dans cet accord parce que ça commence à fonctionner et que l'Iran se plie finalement aux règles de l'accord qu'il avait signé, puisque c'est un accord qui lui convenait finalement. Et c'est ça qui était important dans cette affaire. Alors, Armin Arifi, l'Iran respectait cet accord jusqu'en 2018, mais là, en pleine négociation, elles ont repris il y a quelques jours, la semaine dernière à Vienne, entre la communauté internationale et l'Iran. Il y a donc l'annonce par Téhéran de ces nouvelles centrifugeuses. Est-ce que ça apparaît comme une provocation de la part de Téhéran qui vise à faire capoter ces négociations ? Ah non, l'Iran n'a pas du tout intérêt à ce que les négociations capotent. L'Iran souhaite justement renforcer plutôt sa main dans le but d'obtenir ce qu'elle souhaite le plus au monde, à savoir la levée des sanctions internationales. Le problème dans cette histoire du nucléaire, c'est que la communauté internationale n'a pas confiance en l'Iran. Voilà pourquoi on a eu 12 ans de négociations extrêmement ardues entre les grandes puissances et l'Iran pour arriver à un accord, l'accord sur le nucléaire de 2015, qui instaure en Iran les inspections les plus poussées de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourquoi cette annonce maintenant, alors, sur ces nouvelles centrifugeuses ? Pourquoi Téhéran le fait maintenant ? Parce que l'Iran a tout intérêt à accentuer la pression sur les Américains pour que les Américains lèvent le plus de sanctions qui asphyxient, comme vous l'avez dit, l'économie iranienne. Si l'Iran n'avait pas accentué, en tout cas violé à son tour l'accord sur le nucléaire iranien, aujourd'hui, les États-Unis n'auraient aucun intérêt à regagner, en tout cas à regagner rapidement l'accord sur le nucléaire iranien. Donc clairement, c'est parce qu'il y a urgence. C'est une force, c'est pour montrer les muscles et montrer de quoi ils sont capables. Des deux côtés. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plus de 1500 sanctions qui ont été prononcées contre l'Iran. Pourquoi ? Non pas parce que l'Iran violait ses engagements, mais pour ce qu'est l'Iran, pour ce qu'est la République islamique, à savoir un régime anti-américain et anti-israélien. C'est la raison pour laquelle Trump s'en est retiré. Il espérait forcer l'Iran, tordre le bras de l'Iran pour arriver à une négociation. Au contraire, on a eu aujourd'hui l'Iran, comme vous l'avez dit, qui est 14 fois plus avancée qu'elle ne l'était en 2015. Alors justement, l'Iran, on va l'écouter, on va écouter le porte-parole. Exactement, je vous propose qu'on écoute le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien qui parlait ce week-end sur CNN. Écoutons. Ce que nous faisons actuellement avec la commission mixte consiste à identifier la liste complète des sanctions que les États-Unis doivent effectivement supprimer. Les États-Unis doivent arriver au point où nous puissions vérifier ce qu'ils sont effectivement en train de mettre en œuvre. Est-ce que l'Iran et les États-Unis pourront à nouveau se parler ? Tout dépend de si les États-Unis décident de revenir autour de la table de l'accord sur le nucléaire. Oui, précisons que le groupe P4+1 auquel il fait référence, c'est ce groupe constitué de la Chine, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Russie qui, dans un élan de diplomatie commune, ont réussi à rassembler les Américains et les Iraniens à Vienne depuis mardi dernier, où ils se parlent par diplomatie interposée. Justement, Agnès Levallois, qu'est-ce qui se joue en ce moment à Vienne ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains, Joe Biden a déclaré pendant la campagne électorale qu'il voulait que les États-Unis réintègrent cet accord. Et l'Iran a besoin de cet accord pour les raisons économiques qu'on a évoquées, à savoir la levée des sanctions qui étranglent complètement l'économie iranienne. Mais il y a au-delà de la question de cet accord sur le nucléaire qui est évidemment important, c'est que les Américains et les autres négociateurs aimeraient introduire dans la renégociation 2 autres éléments qui sont inacceptables par l'Iran, qui sont le rôle, l'influence régionale de l'Iran donc au Moyen-Orient, via le Hezbollah, mais via aussi la Syrie, via l'Irak, via et dans une moindre mesure le Yémen. Et il y a la question du programme balistique iranien, qui est un programme qui inquiète beaucoup la communauté internationale et en particulier sur des missiles les alliés du Golfe, puisqu'il y a eu plusieurs attaques de missiles contre les installations pétrolières saoudiennes en particulier, qui ont beaucoup inquiété les Saoudiens, en dépit des milliards de dollars dépensés pour leur sécurité. Eh bien, des missiles lancés par les Iraniens ou par des proxys iraniens arrivent finalement à déstabiliser le royaume. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'introduire ces 2 éléments dans la négociation, alors que l'Iran dit, c'est pas nous qui sommes sortis de l'accord, ce sont les Américains. Nous, on veut le retour à l'accord tel qu'il était.
Et donc tout se joue là en ce moment dans ce jeu-là, et avec du coup chacun essaye d'avancer ses pions le plus possible pour avoir une marge de manœuvre et ne pas trop lâcher côté iranien, côté américain. Et Armin Arfi, on a vu dans le lancement que le sujet de lancement qu'il y a certains pays qui ont peur que se renégocie un accord, et notamment Israël qui craint pour sa sécurité. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Israël craint plus pour sa sécurité avec un accord que sans un accord? Écoutez, je pense que c'est une excellente question. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des experts israéliens sont d'accord sur le fait que la situation était plus sûre dans l'accord, alors qu'on avait les inspections les plus poussées qu'à l'extérieur de l'accord, c'est-à-dire 14 fois plus d'uranium enrichi qu'en 2015. Donc clairement, il y a aussi une volonté d'affichage politique. L'Iran est un sujet clé dans le cadre de la campagne intérieure israélienne. Israélienne, exactement. Benjamin Netanyahou souhaite se montrer comme le plus ardent et le plus grand défenseur de l'État hébreu, d'une part. Et puis, il ne faut pas oublier que un des pays, justement, qui a été les plus actifs, justement, dans le fait de pousser Trump à sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est bien Israël. Car Israël ne souhaite pas que l'Iran revienne dans le concert des nations. On peut le comprendre, il y a des menaces de destruction de façon assez régulière de la part de l'Iran, donc contre l'État hébreu. Mais clairement, aujourd'hui, l'ensemble de l'establishment sécuritaire israélien, en tout cas ceux qui osent parler, s'accordent à dire qu'il vaut mieux un accord ferme sur l'Iran que pas du tout d'accord. Parce que pas du tout d'accord, c'est la voie ouverte vers la bombe atomique qui, d'après les services de renseignement israéliens, l'Iran serait à environ 2 ans, s'il décidait de se lancer dans la course à la bombe atomique. Alors Agnès Levallois, vous évoquiez tout à l'heure la volonté des États-Unis d'élargir en quelque sorte le cadre des négociations en cours à Vienne. Précisément, que peut-on attendre de l'administration Biden ? Pour répondre, le bon docteur Thibault Nolte passe au rayon X, le général Lloyd Austin, qui a été nommé secrétaire à la Défense par le nouveau président américain. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Lloyd Austin, j'ai vos radios sous les yeux, c'est à vos ordres. Vous êtes le secrétaire à la défense des États-Unis de Joe Biden, soit le chef du Pentagone, soit le ministre de la guerre, soit le type assis sur plus d'un tiers du budget militaire mondial, soit le zig qui peut péter les rotules à n'importe qui, ce qui se traduit en américain par... The job of the Department of Defense is to keep America safe from our enemies. Vous avez une carrière de G.I. Joe très académique. West Point, chef de peloton d'infanterie en Allemagne, au total 41 ans de service, dont l'Irak et l'Afghanistan. À la fin, vous exhibez 4 étoiles de général et assurez la stratégie anti-Daesh en Irak et en Syrie. Et puis il a quitté en 2016 avant d'aller cachetonner dans le privé chez le marchand de canons Raytheon, le sidérurgiste Nucor ou le groupe hospitalier Tenet. Vous aimez la diversité. J'aime la diversité, mais les billets, faut qu'ils soient verts. En revanche, votre condition d'homme noir préoccupe grandement vos contemporains, qui vous collent l'épithète « premier homme noir ». Premier homme noir à commander une division militaire au combat, premier homme noir ministre de la Défense, premier homme noir ceci, cela. There's not a day in my life, David, when I didn't wake up and think about the fact that I was a black man. Et vous voici, premier homme noir, missionné pour sortir le monde du foutoir géonucléaire laissé par le premier homme blanc, bétonneur, mufle fascistoïde, président des États-Unis. Alors qu'à Vienne, l'Iran discute avec les autres signataires de l'accord sur le nucléaire de 2015, vous entamez une tournée parallèle d'agents d'assurance à Tel Aviv pour tranquilliser Israël, très hostile à l'accord, et lui promettre un soutien en béton armé. Bonsoir Israël, moi c'est Lloyd, avec 2 L. J'aime bien ici, il y a des soldats partout, je me sens chez moi. Et personne ne fout le bordel chez moi. Mon cher Lloyd, avec vos 2 ailes, on dirait presque une colombe. Merci, docteur Nolte. Anne. Oui, Agnès Levallois, comment les États-Unis vont réussir à faire avec et l'Iran et Israël, contenter les deux en même temps? Ça ne va pas être possible. Comment revenir avec l'Iran sans se fâcher? Mais c'est vrai qu'il faut voir que l'équipe qui entoure Joe Biden dans cette affaire-là est l'équipe qui était déjà partie prenante de la négociation de l'accord qui a conduit justement à la signature en 2015. Donc on a là des diplomates et des personnes en charge du dossier qui connaissent parfaitement bien la situation et qui connaissent aussi évidemment la difficulté de satisfaire les deux parties. En même temps, tous les gages sont donnés à Israël pour savoir que les Américains ne lâcheront jamais évidemment la sécurité d'Israël et le fait que le
secrétaire d'État à la Défense, soit aujourd'hui en Israël au moment de la reprise de la négociation, est un moyen pour les Américains, pour Washington, d'aller rassurer les Israéliens. Mais la question de politique intérieure israélienne, aujourd'hui, je crois, finalement, complique la tâche, puisqu'on voit bien Netanyahou qui essaye aujourd'hui de constituer un gouvernement, et donc qui a besoin de montrer qu'il est fort pour essayer d'avoir cette fameuse coalition lui permettant de se maintenir aux affaires, fait qu'il est dans une surenchère au point de dire que même si l'accord est renégocié, il ne se sent pas tenu, lui, israélien, par cet accord. Donc il va falloir effectivement que Joe Biden déploie aussi des trésors de diplomatie avec les Israéliens au cas où la négociation permette d'arriver à quelque chose pour éviter que les Israéliens ne sabotent, si je puis dire, cet accord en décidant aussi de lancer une opération contre les installations iraniennes s'ils estiment que c'est un danger. Et puis il y a aussi des enjeux de politique intérieure iranienne, Nadia, puisque cet enjeu nucléaire, il suscite des débats aussi au cœur même de l'appareil politique à Téhéran. Oui, d'autant qu'il y a des élections présidentielles qui se préparent en Iran, qui sont prévues pour juin prochain et que donc ça arrive à grands pas. En attendant cette date qui va être une date clé, on voit que les durs du régime accusent encore régulièrement le président Rouhani de s'être montré, je cite, naïf et faible face à l'Occident, c'est-à-dire d'avoir laissé les Iraniens se faire humilier par les États-Unis de Trump. Le Parlement iranien, qui est majoritairement conservateur et plutôt opposé à cet accord sur le nucléaire, avait largement exprimé sa colère, c'était en février dernier, quand un accord temporaire avait été signé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran, un accord qui maintenait le nombre d'inspecteurs sur place et le principe des contrôles inopinés sur les sites. Et il faut ajouter à ça, en effet, donc, le fait qu'une élection présidentielle va se tenir dans 2 mois déjà et que Rouhani ne peut pas se représenter, que l'ombre de ce torpillage par les États-Unis en 2018 plane sur la campagne et sur le scrutin qui va se tenir le 18 juin. Il n'y a pas encore, il me semble, de candidats déclarés, mais il y a beaucoup de noms qui circulent, des noms qui indiquent nettement un virage vers plus de militarisation, plus de fermeté et peut-être plus d'armée. Le magazine Foreign Affairs a écrit à ce sujet il n'y a pas très longtemps qu'une expression se propage en ce moment en Iran, une expression qui dit que le pouvoir pourrait passer des mains des hommes en turban aux mains des hommes en bottes. L'image est assez parlante. Hermine Arifi, on sait que de toute façon, c'est l'ayatollah Khamenei qui décide à la fin, mais à quoi est-ce qu'il faut s'attendre effectivement après cette élection si les durs du régime reprennent la main sur le pouvoir? Je pense que les durs seront, comme leur nom l'indique, plus intransigeants sur la question nucléaire, mais ça ne veut pas dire foncièrement qu'ils n'accepteront pas d'accord avec les États-Unis. Il y a, comme je le disais il y a quelques mois à Robert Malley, une pesanteur qui fait que, les lois de la pesanteur, font que l'Iran et les États-Unis doivent arriver à un accord. Les États-Unis pour empêcher l'Iran d'accéder à la bombe, les Iraniens pour la levée des sanctions. Des sanctions. Maintenant, ce qui, je pense, est la clé, c'est cette élection iranienne présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'y avoir à la tête de l'exécutif du pays un candidat beaucoup plus, en tout cas un président beaucoup plus intransigeant. Et les Américains le savent, contrairement à leurs déclarations. Aujourd'hui, ils souhaitent arriver à une première avancée avant cette élection. C'est-à-dire qu'il vaut mieux négocier avec un modéré, Hassan Rouhani, c'est-à-dire un modéré. Et son équipe, exactement. Donc il est possible, il est probable qu'un accord, non pas englobant toutes les problématiques régionales, soit signé, mais un accord strictement sur le nucléaire pour que les 2 pays reviennent à leurs engagements communs avant le mois de juin. Je pense que c'est la clé. Après, on ira vers d'autres questions plus problématiques, même si avec ce qui se passe aujourd'hui, encore plus avec l'attaque israélienne qu'a subi l'Iran, on voit mal les Iraniens renoncer à leur seule défense aujourd'hui, à savoir leur programme balistique. Et cette logique effectivement de négociation, vous renvoyez aux prises de position de Robert Malley, qui était l'émissaire américain justement, qui était d'ailleurs à l'origine de la négociation de l'accord de 2015. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.